téléspectateurs de Comex Actu Magazine, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité. L'invité d'aujourd'hui, de ce jeudi, va recevoir pour vous un invité spécial. Il s'agit d'un professeur d'université, il est spécialiste en économie et gestion. Il s'appelle professeur Hervé Munyama Bakonga. Professeur Hervé, bonjour. Bonjour madame, c'est plutôt Bakomba. Bakomba, excusez-moi en tout cas, excusez-moi pour la petite erreur. Ensemble avec nous allons parler de l'économie, mais cette fois-ci de l'économie de notre pays, la République démocratique du Congo, et nous parlerons aussi de certains sujets d'actualité politique surtout, parce que vous n'êtes pas seulement dans l'enseignement, vous êtes aussi dans la politique. Tout à fait. Voilà. Comme vous le savez, professeur Hervé Munyama, le chef de l'État, a effectué un voyage en France. Il a échangé avec le président français. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo figurait parmi le sujet qu'ils ont traité. Ils ont échangé autour de cette situation sécuritaire qui demeure préoccupante jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout le voyage, tout le pourparler qu'a eu le chef de l'État au niveau de l'étranger, la situation ne change pas, la guerre persiste et nous comptons les morts tous les jours. Professeur Hervé. Déjà, ici de préciser que la paix, c'est un processus. Oui. Donc c'est un processus. C'est pas quelque chose que nous allons obtenir du jour au lendemain. C'est pas parce que le président de la République a rencontré hier le président Macron que le lendemain, les troupes armées vont se retirer. Donc c'est tout un processus. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre de voyages du président de la République, mais c'est que ces voyages rapportent. Si vous me dites que la raison de son déplacement était de rencontrer le président Macron, afin d'échanger de façon à permettre à ce que la paix soit retrouvée dans cette partie de l'Est de notre pays, je ne peux être que heureux, comme tout Congolais. Voilà, donc pour le reste, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, le nombre de voyages, oui, mais vous savez que si vous parlez d'un processus aujourd'hui, nous comptons le mort, oui, mais les pourparlers n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est un processus qui date déjà. Et le chef de l'État, à plusieurs reprises, a taxé le Rwanda comme étant coupable de cette agression qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous le savons tous que le Rwanda collabore très bien avec l'Occident aujourd'hui. Mais quand le chef de l'État va vers encore cet Occident-là pour trouver une solution à ce problème, comment trouvez-vous cela? Parce qu'il y a certaines langues qui se délient déjà par rapport à cela. Donc déjà ici de préciser que la guerre à l'Est est une guerre purement économique. Elle n'a rien à voir avec la politique. Ce sont les grandes puissances qui décident. Donc c'est important que le président de la République puisse se déplacer vers ces grandes puissances pour plaider la cause de la République démocratique du Congo. Il est important que ces grandes puissances, ces grandes multinationales puissent échanger directement avec la RDC au lieu de passer par le Rwanda. Ce qui est un peu déplorable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous comptons des morts. C'est plus de 10 millions de morts depuis le début de la crise. Ça fait 30 ans aujourd'hui, mais il faut que ça cesse. Mais il s'agit également de rappeler une chose, qu'il vous souviendra que l'AFDEL, pour avoir Kinshasa, est passé par le même Est. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'une fois ces plans à récit, et ces multinationales continuent de penser que si vous voulez avoir Kinshasa, il faut commencer par l'Est. La question que je me suis toujours posée, pourquoi ça ne commence pas par l'Ouest? Pourquoi ça ne commence pas par les Nord? Seulement cette partie-là. Les Congolais doivent comprendre que c'est une guerre purement économique et qu'il est important que nous puissions nous développer économiquement pour que nous puissions répliquer. Ça va? Donc c'est un peu ça, mais encore une fois, si les chefs de l'État multiplient les efforts en faisant des voyages pour rencontrer ces gens, nous ne pouvons que l'encourager et les féliciter pour cela. Okay. Entre-temps, les élections de sénateurs et gouverneurs
de province s'est déroulé, ça s'est passé il y a de cela quelques jours. Alors, vos impressions par rapport à certaines personnes qui ont été réélues comme sénateurs, gouverneurs aussi, tels que Fifi Masuka, Olualaba et Kiaboula. Alors ce matin, j'ai échangé avec l'un de mes proches, un ami qui m'est proche, Dikley Sanja. C'est un ami avec qui nous avons commencé cette histoire, ça fait belle lurette. Nous étions en train de faire une analyse sur l'actuel Sénat. Je vous dirais sincèrement que c'est un peu déplorable, parce que le Sénat doit être composé de personnes intelligentes, des personnes qui ont de la maturité politique, qui ont de l'expérience dans la gestion de la question de l'État. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir la composition du nouveau Sénat. Faites une étude comparative avec le Sénat qui était dirigé par Papa Kengo Adodo. Vous allez trouver qu'il y a une très grande différence. Tout le monde ne peut pas être sénateur. On ne se réveille pas un matin, c'est pas parce que hier on a été ministre de l'économie, ministre de l'enseignement, et que bon, parce qu'on a un peu de moyens, on postule, parce qu'il faut seulement 3 voix, et on devient sénateur. Non, je pense qu'il faut que les choses changent dans notre pays. Il faut également de la sélectivité, je pense. Donc, c'est pas tout le monde qui doit postuler, c'est pas tout le monde qui doit devenir sénateur. C'est pour dire quoi au Sénat? Je dirais personnellement, je suis un peu triste par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à la nouvelle composition du Sénat. Le Sénat s'est vide un tout petit peu de sa crème intelligente, voyez-vous, de sa crème experte. Voilà. Aujourd'hui, il est composé essentiellement de gens qui ont un peu plus de moyens, qui ont eu l'opportunité et puis qui ont postulé, qui ont eu 2, 3, 4 voix. Étant de l'Union sacrée, ils sont aujourd'hui sénateurs. Voilà. Ok, ils sont aujourd'hui sénateurs, mais pendant un moment, nous avons cru au renouvellement de la classe politique. Nous pensions que voilà, cette fois-ci, il y aura de nouveaux visages, mais apparemment, ce n'est pas le cas, professeur Hervé, les mêmes personnes, les mêmes têtes qui reviennent. Ce renouvellement était tout simplement imaginaire. Je vais vous donner un exemple. Avant les élections, il y avait un slogan comme quoi « zéro élu, réélu », n'est-ce pas? Nous avons tous suivi à la télé le secrétaire général de l'IDPS, monsieur l'honorable Augustin Kabouy, à dire comme quoi on ne va pas financer les candidats, n'est-ce pas? Alors, quand on ne finance pas les candidats, c'est-à-dire les candidats qui avaient un peu plus de moyens, c'était les candidats qui étaient aux affaires. Donc, ce qui a eu pour conséquence, les mêmes élus ont été réélus parce que l'autre classe politique, nous autres, n'ayant pas suffisamment les moyens, on n'était pas en mesure d'aller vers le fin fond, on n'était pas en mesure de battre campagne, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons les mêmes personnes qui nous gèrent. Les mêmes personnes qui ont mal géré hier, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui gèrent et qui vont continuer de gérer. Pire que ça, actuellement, hier ils étaient encore seuls, mais aujourd'hui, ils sont associés avec leurs enfants. Nous avons un Sénat où vous avez les papas, vous avez l'enfant, vous avez une Assemblée nationale, vous avez le papa, vous avez sa femme, vous avez les cousins, vous avez tout le monde. Avec quelle expertise, avec quelle compétence. Malheureusement, c'est ça la réalité actuelle de notre pays. Il sied quand même, ne serait-ce que de façon élégante, qu'on arrête un peu avec tout ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, parce que je suis professeur, je serai DG ou ministre quelque part, est-ce que je dois prendre ma femme? Non, je ne pense pas. Même quand il manque d'expertise, non, je ne pense pas. Donc, il faut que les choses puissent changer. Dans d'autres émissions que j'ai eu à faire avec certaines personnes, j'ai dit, il est temps que nous puissions enseigner la mentalité des changements. Nous avons longuement parlé des changements des mentalités, mais nous pensons que si vous n'avez pas la mentalité des changements, vous n'allez pas changer votre mentalité, voyez-vous. Mais il faut que les choses changent, et maintenant, sinon ça risque d'être trop tard. Ok, professeur Hervé Moniama, je rappelle que vous êtes spécialiste en économie et gestion. Parlons à présent de l'économie de la RDC aujourd'hui, parce que nous faisons face à des grands problèmes économiques, une économie qui n'est pas stable. Cela impacte la vie sociale de la population. Alors, la dépréciation monétaire aujourd'hui, nous vivons avec un taux de change qui flotte.
le matin, on se réveille avec un taux qui s'élève à 60, et à 12 heures ça devient 26, et à 13 heures ça change. Et du coup, ça a un impact très sévère sur la situation économique. Tout à fait. La dépréciation monétaire, il sied également de préciser que la monnaie congolaise, le franc congolais, n'est pas la seule à connaître une dépréciation monétaire. Toutes les monnaies connaissent des dépréciations monétaires. Mais ce qui est déplorable, c'est que notre monnaie ne connaît pas d'appréciation monétaire. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'appréciation monétaire, c'est lorsque vous prenez de la valeur par rapport aux devises. La dépréciation, c'est le contraire. Mais notre monnaie ne fait que connaître la dépréciation monétaire. En d'autres termes, on peut dire qu'elle ne fait que régresser. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors maintenant, pourquoi est-ce que cela impacte directement sur la situation économique? Tout simplement parce que nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire une économie qui est tournée vers l'extérieur, avec une balance commerciale qui est négative, c'est-à-dire que on importe plus que nous exportons. Nous sommes dans un pays où on ne produit quasiment pas. Il n'y a pas d'usine. Et même quand il y a des usines, il n'y a pas de courant. Ça pose problème. Voyez-vous? Ça pose énormément de problèmes. Une économie dollarisée, tout s'est payé en dollars. Vous, je pense que si vous n'êtes pas locataire, si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire, vous allez payer votre loyer en dollars, pas en francs congolais. Voyez-vous, ça pose problème. Or, j'aurais appris récemment qu'il y a une loi qui a prévu comme quoi, il y a des dispositions qui ont prévu que le loyer et certaines autres choses soient payés en francs congolais. Est-ce qu'il y a un suivi de ces côtés-là? Non, malheureusement. Voilà, donc ça pose énormément de problèmes. C'est parce qu'il y a un problème de gestion des finances publiques dans notre pays. Okay. Madame, vous trouvez normal qu'on soit dans un pays où chaque jour on nous parle de détournement? Et ce ne sont pas des détournements des 10 000, de 20 000, des 30 000. Des millions. Ce sont des millions. Oui. On vous parle de 400 millions. Actuellement, on parle de cette histoire de forage. 13 millions. Il paraîtrait qu'il y a quelqu'un qui aurait détourné l'argent qui devait servir à l'achat des arbres. Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit dans un tel pays? Le problème de notre pays est le suivant. C'est que nous avons une économie à prédominance informelle. Ça veut dire quoi, une économie à prédominance informelle? Ça veut dire que c'est une économie qui est en marge du fisc. Une économie qui n'est pas contrôlée par les autorités compétentes. Ça va? Donc, cette économie-là, ça pose problème. Vous avez plus de 16 milliards de dollars qui circulent hors circuit officiel. Or, 16 milliards de dollars, ça représente quasiment presque le triple de notre budget. Aucune autorité administrative ne peut remonter la traçabilité de ces fonds. Vous voyez, ça fait très mal. Vous avez une économie où on prend les réserves, l'argent, les réserves d'échange, on décide de financer les immobilisations, la construction des sauts de moutons, maisons préfabriquées. Non, les réserves d'échange constituent ce qu'on appelle les finances à court terme. Il fallait prendre cet argent, investir dans les AGR, les activités génératrices de revenus. Cela aurait fait quoi? Cela aurait créé de l'emploi. Cela aurait eu une incidence positive sur l'assiette fiscale. Parce que ces entreprises créées allaient faire quoi? Allaient payer les impôts. C'est ça le problème de notre pays. Combien d'entreprises sont créées chaque année? Étatiques. Combien? Comment vous voulez résoudre la problématique du chômage quand vous ne créez pas de l'emploi? L'économie congolaise, je l'ai dit dans une émission, elle est morte, elle est enterrée. Il est important que nous puissions nous asseoir, échanger, parler, mettre en place des mécanismes pour ressusciter cette économie. Elle doit être ressuscitée. À vous entendre parler, professeur, c'est comme si les dollars n'y est pour rien. Le problème se situe au niveau interne. Mais effectivement, en fait, nous, le franc congolais est devise par rapport au dollar, comme le dollar est devise par rapport au franc congolais. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous avez une économie extravertie, ça veut dire que nous, on ne produit pas. Voyez-vous, c'est simple à comprendre. Je vous donne un exemple. Tout ce que nous consommons, nous importons. Ça va? Alors, lorsque les opérateurs économiques n'ont plus de stock, ils doivent faire quoi? Ils doivent commander. Mais ils commandent avec quoi? Avec le dollar, pas avec le franc congolais. Si on produisait sur place, on n'aurait pas eu ces soucis de commander avec les dollars. Les autres allaient venir acheter vers nous, ça allait nous apporter les devises. Alors nous maintenant, puisqu'on doit aller à l'étranger pour acheter, les opérateurs économiques ont besoin des devises.
Lorsqu'ils ont besoin des devises, ils vont s'adresser à la banque centrale. Lorsque la banque centrale n'a pas une réserve de change assez solide, ça fait quoi? Ces opérateurs économiques sont tournés vers le marché parallèle. Madame, je vais vous dire une chose. Vous trouvez normal qu'on soit dans un pays où il y a des dispositifs prévus pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'échangeur manuel. On ne peut pas se réveiller un matin et c'est tout le monde qui change l'argent dans notre pays. Alors, lorsque maintenant, ces opérateurs économiques ont besoin d'argent, ils se tournent vers l'échangeur manuel, ce qu'on appelle le marché parallèle. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de dollars. Alors, il dit, bon, est-ce que non, j'ai besoin de ça, c'est urgent parce que je dois passer la commande. Donnez-moi même à 30. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il s'en là entraîne la spéculation. Le monsieur s'est dit, bon, si je fixe le taux à 27, les gens ne viendront pas. Moi, j'ai un client qui peut m'acheter tout ça à 32. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ces moments-là? C'est-à-dire que l'échangeur manuel, lui, au lieu de maintenir le taux de 27, il va écrire 28. Oui. Parce qu'il a besoin de dollars, parce qu'il sait que le soir, il y aura quelqu'un qui est prêt à acheter à 32. Oui. Et s'il trouve qu'il y a encore de la lenteur, à midi, il va écrire 29. Oui. Voyez-vous? Et c'est comme ça que ça se passe. On doit interdire cela. Tout le monde ne peut pas changer l'argent. Cela doit être interdit. Parce qu'il existe des textes. Pour changer de l'argent, il faut avoir un matricule que la Banque centrale octroie. Voyez-vous, ça c'est fait. Allez à l'étranger. Il y a des bureaux d'échange qu'on doit avoir dans chaque quartier. De façon à permettre à ceux qui ont besoin des devises ou ceux qui ont les devises de pouvoir avoir la monnaie. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas laisser à tout le monde la liberté d'échanger de l'argent. C'est comme ça que vous avez la Banque centrale à son taux, et la cité à son taux, le centre-ville à son taux, et ainsi de suite. Mais non, vous devez payer votre loyer. Et quand vous rentrez même dans certains supermarchés, dans certains restaurants, il y a autre taux aussi. Effectivement, même nos réseaux de télécommunications ont leur taux. Mais non, écoutez, vous allez payer votre loyer à la fin du mois. Vous allez payer à quel taux? Les bailleurs vous dira, je vous dis que pour moi c'est tel taux. Et puis vous dites non, ce n'est pas tel taux, moi je connais un autre taux. Et vous dites ok d'accord, ramenez-moi tout simplement les dollars. Vous voyez, nous sommes dans quel pays? Et c'est là, les autorités, ces autorités qui hier étaient des locataires comme nous, aujourd'hui sont devenus des propriétaires, ils ont tout oublié. C'est ce qui fait mal. Et je félicite nos voisins d'en face à Brazzaville parce qu'ils ont réussi à asseoir le franc CFA. Donc il est difficile d'acheter là-bas en dollars. Toutes les opérations s'effectuent qu'en franc CFA, professeur Hervé Munyama. Il y a il est maintenant professeur, l'ancien ministre Nemoyato, qui avait parlé d'un concept, c'était la dédollarisation de l'économie congolaise. Je pense qu'il est temps que nous puissions penser à commencer le processus de dédollarisation de notre économie. Je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Tant que nous aurons une économie dollarisée, ça posera toujours problème. C'est possible. Et tant que nous ne produisons pas aussi. Mais effectivement, je vous ai donné un exemple. Nous avons eu le programme 100 jours du chef de l'État, essentiellement basé sur des immobilisations, sur des montants, maisons préfabriquées. Combien d'usines qui étaient prévues dans ces programmes-là? Vous savez quoi? Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune banque commerciale étatique dans notre pays? Les fonctionnaires de l'État sont payés par des banques commerciales privées. Ces banques commerciales n'arrivent pas dans tout le coin du pays. Vous comprenez? Ce qui fait que parfois, l'État passe par la Caritas. Donc jusqu'à aujourd'hui, les gens sont mécanisés, on dit bancarisés, mais ce n'est pas tout le monde qui est bancarisé. Moi, je suis en province, je vais vous donner un exemple. Un enseignant de Poko, dans le Bas-Olé. Dans le Poko, il n'y a pas de banque. Pour avoir son argent, il doit faire 128 km jusqu'à Issiro pour avoir son argent. C'est trop. Alors, voyez-vous. Donc, ce qui fait que quoi? Cet enseignant ne va jamais loger son argent en banque parce qu'à chaque fois qu'il aura besoin de son argent, il aura difficile à faire le retrait. Ce qui entraîne quoi? La thésaurisation. C'est ce qui tue notre économie. Les gens, nous avons ici dans notre pays des gens qui vivent en logeant dans leur chambre des milliers de dollars. Cet argent qui devait résider, être logé dans des comptes en banque, sont logés dans des coffres-forts, dans des chambres. Alors ça pose problème. Or, l'économie a besoin de cet argent. Pour ça, il faudrait une campagne
pour sensibiliser contre la thésaurisation. Mais aussi, l'État doit fournir les efforts. On doit avoir des banques. C'est pourquoi moi, je propose à ce que on puisse créer une banque commerciale, deux banques commerciales étatiques. Parce que l'État a les moyens, ces banques seront dans chaque quartier. Je vous donne un exemple. Vous savez que moi, je ne vais peut-être pas citer les noms de ces banques. Mais il paraîtrait que la Poste a une banque aussi. La Poste a une banque. Oui. C'est quoi cette banque? C'est où? Mais en Dans tout cas, votre quartier, dans c'est ce que votre j'ai quartier, appris, en tout cas. dans votre quartier, Même- vous avez une agence de cette banque? Mhm. Non, vous n'en avez pas, Mhm. madame. Moi, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je vous ai parlé de mon ami Diclé, avec qui je suis presque chaque jour. Des fois, nous avons du mal. Voyez-vous, nous avons du mal. J'ai besoin de faire un retrait. Je suis payé en francs congolais. Ce qui est bizarre, c'est que même les agences de certaines banques, on vous dira que les distributeurs en francs ne fonctionnent pas. Mhm. Il faut retirer votre argent. C'est-à-dire que vous avez un compte en francs, oui. il faut convertir. Donc vous achetez les dollars, vous avez Ouais. les dollars, et puis après vous allez changer. Même chez Donc, les vous perdez. opérateurs mobiles, c'est toujours comme ça. Ça pose problème. Oui. Ça pose problème. Mhm. L'argent qui a servi à la construction des maisons préfabriquées, Ouais. vous savez qu'on pouvait construire on pouvait créer 5 banques Mais- avec cet Mais argent. vous ne parlez que du programme 100 jours, mais après le programme 100 jours, nous avons aussi le programme de développement de 145 territoires. Alors, donnez-moi les résultats. Mhm. Madame, moi je ne suis pas intimidé par rapport au nom. Programme 145 territoires, 100 jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été réalisé? Quels sont les écarts qui se dégagent? Et pourquoi il y a ces écarts-là? Est-ce que vous avez assisté à une évaluation de ces projets? Les 145 territoires, nous en sommes où? Je suis d'accord. Quand vous lisez ces programmes-là, vous lisez ces projets, c'est intéressant. Le contenu, il est bon. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des évaluations faites pour savoir qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui a été réalisé et quels sont les écarts? Parlons-en. Mais ne parlez pas seulement du programme 145 des développements de 145 territoires. Ça fait déjà combien d'années depuis? Faisons une évaluation. Qu'est-ce qui a été prévu dans ces programmes? Le contenu. Il y a eu combien de détournements? Voilà. Nous sommes en train de chuter, d'aller vers la fin de cette émission. Le taux de chômage de jeunes, aujourd'hui, les taux est revu à la hausse, quelques 24 ans après. Donc, le taux de chômage est très élevé au sein de la jeunesse aujourd'hui. Il y a les universités, chaque année, à chaque fin d'année académique, qui envoient sur le marché des licenciés, des finalistes, mais qui ont du mal à trouver des emplois, professeurs. Et aujourd'hui, c'est même licenciés qui se tournent vers le petites et moyennes entreprises. Déjà, ça fait mal. Aujourd'hui, le taux de chômage en République démocratique du Congo avoisine les 3 chiffres. C'est-à-dire nous sommes dans les 98%. Ça va? Pour ceux qui ne comprennent pas, comment on trouve le taux de chômage? On prend le nombre de chômeurs divisé par la population active. C'est-à-dire la population active, c'est la population en âge de travail, vous multipliez par 100. Quelle est la probabilité qu'un jeune finissant ses études, vous venez d'en parler, finissant ses études aujourd'hui trouve un travail au lendemain de la diplomation? Voyez-vous, l'État ne crée pas d'emploi. L'État ne crée pas d'emploi. Combien d'entreprises sont créées? Il suffit tout simplement qu'il y ait une annonce aujourd'hui que telle entreprise engage. Le lendemain, vous avez plus de 10 000 CV. Comment on va faire les tri? Ça pose problème. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas un plan de retraite. Je le dis et je le redirai toujours. Il faut que l'État soit en mesure de savoir que chaque année, nous envoyons 500, 1000, 2000, 3000, 100 000 personnes à la retraite. Ces personnes qui sont envoyées à la retraite doivent être remplacées par de jeunes, de nouveaux diplômés qui vont commencer par la formation, après des années qui vont acquérir de l'expérience. Nous sommes dans un pays où vous allez trouver, il y a une annonce, on vous dit il faut 10 ans d'expérience en. Un jeune qui vient de finir. Et puis maintenant là, actuellement, c'est que les gens ne savent pas, c'est que nous sommes maintenant dans le système LMD. Dans l'ancien système, on retenait l'étudiant pendant 5 ans. Mais actuellement, c'est 3 ans. Ça veut dire que quoi? Chaque 3 ans, on va injecter des jeunes diplômés sur le marché d'emploi. Donc il y aura un grand nombre de licenciés, mais pour faire quoi? Pour ne rien faire. Mais professeur,
Il y a aussi un grand problème qui se pose aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut taxer les responsables des universités comme coupables. La qualité de ces personnes-là éjectées sur le marché. Quelqu'un qui vient de finir sa licence, et si vous parlez de ces systèmes LMD, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui vient de finir, voilà, j'ai fini mes études, mais qui est incapable de rédiger une lettre de motivation. Ça commence par la base, madame. Mais il vient de l'université. Ne responsabilisez pas l'université. Ça commence par la base, ça commence par l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on apprend à écrire. Pour certains, c'est à l'école maternelle. Moi, j'ai appris à écrire à l'école maternelle. C'est là à continuer à l'école primaire. Quelle est la qualité de l'enseignement à l'école primaire? Combien touche un enseignant aujourd'hui? Donnez-moi le salaire d'un enseignant. Est-ce que les écoles reçoivent le frais de fonctionnement? Quand on parle Congo, ce qui fait mal, c'est que ceux qui nous gèrent aujourd'hui, ceux qui gèrent les pays, se concentrent sur Kinshasa. Vous améliorez les conditions à Kinshasa. Parlons du Haut-Tuélé, là où je suis. Parlons du Bas-Tuélé. Parlons de Kabeya-Kamanga. Quelle est la situation de l'enseignant? Est-ce que cet enseignant est suffisamment motivé? Non. Maintenant, rentrons. Nous sommes à l'université. À l'université, nous recevons qui? Les produits que l'école primaire, que l'école secondaire mettent à notre disposition. Voici les diplômés. À l'université, on ne vient pas vous apprendre à écrire ABC. On suppose que vous avez appris tout ça à l'école secondaire. Et puis voilà. Dans quelles conditions ces étudiants-là viennent? Quand ils réussissent à un cours, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais ils réussissent comment? Ils réussissent comment, professeur? Parce que dans certaines universités, on impose un test d'admission pour accéder à la faculté. Mais comment ces personnes incompétentes, ces personnes mal formées qui se retrouvent à l'université, mais ces personnes sont passées par le test d'admission? Alors je dirais peut-être que ces personnes sont tellement malignes qu'elles s'arrangent, connaissant leurs faiblesses, connaissant leurs limites, elles s'arrangent pour bien travailler le jour du test. Travailler? Effectivement, effectivement, écoutez, je vais vous dire une chose. Ou soit c'est la corruption? Non, pas du tout, pas forcément, il devait avoir de preuves. Moi je ne voudrais pas ici parler de la corruption parce que je ne dispose d'aucun élément. Je n'ai pas de preuves, je ne peux pas. Mais mettons-nous d'accord qu'il existe aujourd'hui la corruption au sein des universités. Alors, la corruption, c'est un mot français. La corruption, elle est partout. Même dans les églises, il y a la corruption. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de corruption dans les universités, mais je pense qu'avant d'affirmer certaines choses, nous devons disposer des éléments de preuve. Sinon, nous serons dans les spéculations et autres. Donc, je voudrais éviter tout ça. Mais je me dis, vous savez souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui sont très intelligents, souvent ne réussissent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se reposent sur leur intelligence. Alors, ceux qui sont moins intelligents, parfois, se disent, bon, je suis moins compétent, moins intelligent, alors ils se débrouillent. Je ne sais pas ici comment ils font pour réussir. Voilà, s'ils réussissent, je pense qu'on a mis en place des mécanismes, et puis le mécanisme des contrôles qui échappent parfois au fait que ces étudiants-là arrivent à contourner, et puis ils réussissent. Mais je n'encourage pas cela, mais je pense qu'il faut motiver les enseignants. Il faut que ces étudiants étudient dans les meilleures conditions possibles. Si les enseignants sont motivés, les conditions sont réunies, je pense que nous aurons des enseignants de qualité. Et les universités n'auront pas à faire un grand travail parce que les écoles primaires secondaires auront produit des diplômés d'État, ceux qui ont le bac, des qualités, et puis les choses iront dans les lieux. Voilà. Nous sommes toujours dans l'attente. Il y a la première ministre qui a été nommée et nous attendons l'information du gouvernement. Chômage au sein de la jeunesse aujourd'hui, c'est parmi le défi que devra relever le nouveau gouvernement qui sera mis en place très bientôt, professeur. Déjà, nous félicitons Madame Judith pour sa nomination. C'est une exceptionnalité. C'est la première fois que dans notre pays que nous puissions avoir une dame à la tête d'un gouvernement. Nous invitons Madame Divine à se mettre au travail parce que il n'y a pas que ça. Madame Judith, pardon, je m'excuse, à se mettre au travail parce qu'il n'y a pas que la problématique de chômage des jeunes. Il y a aussi la problématique de la perte du pouvoir d'achat des professeurs. Depuis le début de l'année, nous avons perdu quasiment 530 $ de notre pouvoir d'achat par rapport à ce que nous recevons au regard de la dépréciation monétaire.
elle doit se mettre au travail, elle doit, moi je pense, si mon conseil pouvait être pris en considération, je demanderais à Madame Judith d'avoir un gouvernement des technocrates, pas un gouvernement des politiques, pas dans ces gouvernements les chefs de parti. Voyez-vous? Donc, ce n'est qu'avec ça. Et puis, privilégier la compétence. Les membres de famille peuvent rester à la maison, continuer à manger les hamburgers, laisser la chose publique aux experts que nous sommes. Voilà. Il y a une chose également que je voudrais rajouter, c'est que vous avez, excusez-moi de dire ça, vous avez oublié de dire que je suis le président national du parti politique Intelligence Congo Plus. Ok, en tout cas. Et excusez-moi, professeur, j'ai oublié de signaler que vous êtes aussi politique. Hein? Vous avez parlé de votre parti politique Intelligence Congo Plus, qui verra le jour très bientôt, va procéder à sa sortie officielle. Mais un parti politique qui va se retrouver dans l'opposition. Tout à fait. Nous sommes inscrits dans l'opposition tout simplement parce que nous sommes de la droite. Ceux qui gèrent aujourd'hui les pays sont de la gauche. L'IDPS sont des démocrates. C'est-à-dire nous sommes des républicains. Donc on ne peut qu'être dans l'opposition. Mais ce que nous faisons, c'est une opposition différente de celle qu'on nous a toujours présentée. Nous appelons ça l'opposition intelligente. C'est-à-dire c'est une opposition qui ne critique pas seulement, mais surtout elle propose. Nous pensons avoir des idées pour rabibocher les tissus industriels de notre pays. Nous pensons avoir les idées pour ressusciter l'économie de notre pays, ce qui est très important. Nous sommes là, nous travaillons, nous aidons le pouvoir à faire les choses correctement. Ok. Merci beaucoup, professeur Hervé Mouniama. Je rappelle que vous êtes professeur spécialiste en économie et gestion. Vous enseignez dans plusieurs universités, entre autres à l'université de la Haute-Ouélé, à Ouélé, voilà, à Ouélé. C'est dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à Vadia, Henri Zola derrière la caméra, José Kaïmbe à la technique. Un grand merci à Madame Kokongobe et à vous, fidèles téléspectateurs de Comex Actu Magazine. Merci de nous avoir suivis religieusement. Continuez de liker, commenter et surtout n'oubliez pas de partager ces contenus. Le rendez-vous est pris prochainement. Au revoir.